Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV 78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Golf, invité exceptionnel dans ce 7-8 Sport. Nous aurons avec nous dans cette émission le directeur technique national Christophe Muniesa. Ensemble, nous parlerons des golfeurs professionnels yvelinois du tournoi Linksea Open FF Golf programmé cette semaine au Golf National. JO 2024, focus sur la colline d'Elancourt, le lieu qui va accueillir les épreuves de VTT. Le projet avance. Le 31 mars dernier, un groupement de 5 entreprises a été chargé d'aménager les 231 mètres du site. Reportage à suivre. Course à pied, le Paris-Versailles 2021 programmé en septembre est officiellement annulé. Les organisateurs ont préféré limiter les risques par rapport à la crise sanitaire. Les dossards seront donc remboursés. Interview dans ce magazine. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV 78. Mais avant de développer ces titres, nous allons parler à déconfinement. Dans le monde du sport, peu de changements ce 3 mai. Seule la levée de la restriction des 10 km peut permettre de faire du sport un peu plus loin de chez soi. Il y a également le retour du sport scolaire en équipement intérieur. En revanche, ça s'accélère à partir du 19 mai. Il y aura la réouverture des piscines municipales et le retour du public dans les stades, avec des jauges de 800 personnes en intérieur et 1000 en extérieur. Enfin, le 9 juin, il y aura la réouverture des salles de sport après 8 mois d'arrêt, la reprise du sport sans contact en intérieur et la reprise des sports avec du contact en extérieur. La jauge pour les spectateurs sera de 5000 dans les enceintes sportives. Le retour à la normale est lui prévu le 30 juin. Tout cela est évidemment conditionné à l'évolution de la crise sanitaire. On continue par du tennis. Arthur Rinderknecht continue à monter en puissance à l'approche de Roland-Garros. L'Yvelinois, originaire de Saint-Germain-en-Laye, a réussi à atteindre les demi-finales du tournoi Challenger d'Ostrava en République tchèque. Tête de série numéro 4, l'Yvelinois a dû abandonner contre l'Argentin Renzo Olivio suite à une douleur à la jambe alors qu'il perdait 5-4 dans le premier set. Par précaution, Arthur Rinderknecht ne disputera pas le tournoi de Prague cette semaine. Petite consolation, il décroche ce lundi la 124e place mondiale, son meilleur classement dans sa carrière. Il est toujours le numéro 2 français à la race et devrait être à Roland-Garros. On continue par du golf. L'un des meilleurs Français du moment, Antoine Rosner, n'a pas réalisé le meilleur tournoi de sa carrière au Tenerife Open en Espagne. L'Yvelinois qui s'entraîne au golf de la Boulie à Versailles a raté le cut et termine 3 coups au-dessus du par. Antoine Rosner pourra se relancer cette semaine. Il sera présent comme tête d'affiche dans les Yvelines au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Pour le Linksea Open FF Golf, le rendez-vous est organisé de jeudi à samedi à huis clos à cause de la crise sanitaire. Nous allons maintenant prendre la direction de Saint-Nom-la-Bretèche. La ville abrite un golf d'exception. Le parcours a été joué par des stars de la discipline. Les greens ont également reçu des compétitions internationales, dont le célèbre trophée à Lancôme, un montage de Rémi Lefebvre. Golf mondialement connu au cœur des Yvelines, le golf de Saint-Nom-la-Bretèche a été officiellement inauguré en 1959. Le complexe a été construit autour de cette ferme du XVIIIe siècle sur d'anciennes terres agricoles de la plaine de Versailles. La structure a été fondée par Daniel Féhaut, le projet de sa vie. C'est un golf immobilier, c'est-à-dire que le principe était de vendre des maisons, puisqu'aujourd'hui vous avez autour du golf 110 maisons qui sont des propriétaires, et donc c'est un golf immobilier où les gens avaient leur résidence secondaire à cette époque-là. Très vite, le parcours accueille de grandes compétitions. Saint-Nom-la-Bretèche reçoit à 3 reprises l'Open de France de golf. 2 événements ont également fait la renommée du site, la Canada Cup en 1963, un championnat du monde professionnel par équipe. Mais c'est surtout le trophée Lancôme qui propulse le site dans une nouvelle dimension. De 1970 à 2003, le rendez-vous a été organisé à 34 reprises sur le golf yvelinois et a permis d'attirer les plus grands. Celle qui nous a été, pour lequel on avait le plus d'affection, c'était Ballesteros, parce qu'il y a des images qui ont énormément circulé, notamment au trou numéro 15, où il a fait un coup à genoux. Donc on s'attache forcément à des gens comme ça, mais toutes les personnes sont venues. Ça a commencé au début du Lancôme avec Palmer, avec Player, avec Floyd. Enfin, toutes les générations sont passées ici. C'était vraiment... On a commencé avec le premier Lancôme qui était les 8 meilleurs joueurs mondiaux. La seule personne qu'on ait ratée à cause des attentats, c'est Tiger Woods qui était prévu, et malheureusement, cette année-là, le tournoi n'a
pas eu lieu. Pour répondre aux exigences du haut niveau et des 1000 membres de la structure, le parcours de style anglo-saxon comprend 2 18 trous de 6300 mètres avec des greens considérés comme les plus rapides de France par les spécialistes. Au total, 21 jardiniers sont présents sur le site pour permettre à Saint-Nom-la-Bretèche de conserver ses standards. Aujourd'hui, et ça continue, ce sont des greens en sable, ce sont des greens naturellement aux normes USGA. C'est un parcours aujourd'hui qui est sablé régulièrement. On a des contraintes qualitatives qui sont faites par les rendez-vous qu'on a et qui nous obligent à être à la hauteur des événements. Une nouvelle compétition d'envergure sera programmée en 2022 sur le parcours. Saint-Nom-la-Bretèche organisera les championnats du monde amateurs par équipe du 25 août au 4 septembre. Une compétition que le parcours co-organisera avec le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Nous allons continuer à parler de golf et plus précisément de golf yvelinois. Le directeur technique national de la Fédération française, Christophe Mounieza, est avec nous via écran interposé pour nous parler de ce golf yvelinois. Bonsoir. Bonsoir Mickaël, bonsoir à tous. Ravi de parler de golf avec vous ce soir. Alors tout d'abord, on va parler du golf de Saint-Nom-la-Bretèche. Qu'est-ce que vous en pensez de ce golf ? Votre sujet a bien résumé la particularité de ce golf. Certes, à l'origine, un projet foncier, Antoine Ferrand, le directeur du golf, l'a parfaitement expliqué, mais c'est au-delà de ça un fantastique stade de golf qui a accueilli de nombreux tournois, le Lancôme bien sûr, les championnats du monde en 2022, vous l'avez évoqué, et c'est pas forcément ce qui vient spontanément à l'esprit quand on pense à Saint-Nom-la-Bretèche. On pense vieille pierre, résidence foncière, des belles pièces d'eau, mais c'est surtout un véritable défi sportif, golfique, pour les champions du monde entier qui sont venus y battre le fer et y reviendront puisque ça fait partie véritablement de l'histoire de ce club. Donc un haut lieu du sport français. Alors, il y a énormément de golf dans les Yvelines. C'est l'un des départements où il y a le plus de golf, notamment. Comment on fait pour se démarquer ? Là, on voit que Saint-Nom-la-Bretèche penche sur la compétition avant tout. Oui, il y a différentes composantes dans l'activité golfique en France, mais c'est le cas aussi dans d'autres pays. On pose bien sûr au berceau du golf du côté de l'Europe, en tout cas la Grande-Bretagne. Il y a cette dimension sportive, l'accueil des grands événements qui contribuent à la notoriété des golfs français et plus particulièrement des golfs yvelinois. Vous avez raison de le souligner. Les Yvelines, c'est 30 parcours et c'est le département le plus golfique de France. C'est 30 000 licenciés et on y accueille des dizaines de milliers de touristes golfeurs chaque année. Donc il y a une dimension sportive, il y a aussi l'attractivité touristique. Et puis, le golf dans les Yvelines s'inscrit aussi parfaitement dans le patrimoine, on va dire, du département, le patrimoine régional même, la proximité bien sûr de Versailles, et puis la complémentarité aussi avec des équipements. Bien sûr, on pense au golf national, on peut penser à des équipements aussi mythiques, tels que le golf du Racing Club de France ou encore le golf de Saint-Germain. Donc, une véritable richesse et une grande diversité aussi des parcours franciliens. Alors, on va revenir sur l'actualité sportive du moment. Il y a un golfeur qui performe assez bien en ce moment, c'est Antoine Rosner, le pensionnaire du golf de la Boulie, justement, à Versailles. Il a notamment battu Bryson DeChambeau aux États-Unis dans un match à 1 contre 1. Il a également remporté 2 titres sur l'European Tour. Que pensez-vous d'Antoine Rosner ? C'est l'archétype du joueur français moderne qui est capable de performer sur tous les continents, disons-le comme ça. Il fait jeu égal là sur ces derniers mois avec l'actuel numéro 1 français Victor Pérez. Vous l'avez souligné, 2 victoires en 6 mois sur l'European Tour, ce n'est pas rien. Une victoire aussi dans une épreuve de championnat du monde là quand il s'est imposé contre Bryson DeChambeau, même si malheureusement après Antoine n'a pas pu aller plus loin dans le tournoi. Il est particulièrement en forme, un jeu très puissant. Il a été formé bien sûr au Racing Club de France, mais aussi aux États-Unis, puisqu'il y a passé 4 ans dans les US College. Il a aussi joué en équipe de France, ça a été un des piliers des équipes de France amateurs avant de passer pro. Bref, il coche toutes les cases, Antoine, pour s'imposer au plus haut niveau mondial. Et c'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite dans les mois à venir. Vous misez beaucoup sur lui à la Fédé ? Oui, bien sûr. Alors, Antoine, on va pas en oublier sur le bord de la route parce qu'il y a d'autres joueurs aussi très talentueux et
qui ont plutôt le vent en poupe. On peut penser à des joueurs comme Romain Langasque, par exemple, mais indéniablement, ce que fait Antoine Rosner depuis quelques mois est tout simplement impressionnant. Et puis, je l'évoquais, de par la puissance qu'il développe, son mental aussi, sa capacité de s'imposer quand il est dans le coup. C'est très bien d'enchaîner les places d'honneur, mais c'est évidemment, pour s'imposer au plus haut niveau, il faut aussi emporter des victoires. C'est ce qu'est capable de faire Antoine. Donc oui, indéniablement, il compte parmi les Français qui affichent le plus gros potentiel pour continuer de grimper dans la hiérarchie mondiale. Est-ce que vous le voyez un jour peut-être décrocher une place à la Ryder Cup ? Oui, alors là aussi, il en a clairement le potentiel et le profil. Aujourd'hui, il est très bien classé sur le classement européen. On va pas encore vendre la peau de l'ours, mais vous savez, il y a évidemment le golf est présent aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Antoine aujourd'hui serait valeur aujourd'hui le deuxième Français qualifié aux côtés de Victor Pérez pour représenter les couleurs tricolores à Tokyo. Donc oui, on lui promet bien sûr un grand avenir. En sport, après on sait, c'est une chose d'afficher un potentiel, c'en est une autre de le réaliser, mais la progression d'Antoine au cours de ces derniers mois est tout simplement fulgurante. Donc il affiche raisonnablement beaucoup d'ambition pour ces tournois-là, bien évidemment. Il y a aussi des joueuses féminines qui performent, des joueuses féminines yvelinoises, bien sûr. Je parle notamment de Charlotte Liotier de Saint-Lon-la-Bretèche qui a gagné en Italie, ou encore Manon Gidali qui a gagné en Afrique du Sud récemment. Qu'est-ce que vous pensez de ces victoires ? Là aussi, elles sont de bon augure pour le golf yvelinois, bien sûr, mais au-delà de ça, pour le golf français. Les joueuses, qui sont actuellement en tête du classement national. On peut penser à Céline Boutier qui évolue sur le circuit américain, également à Perrine Delacour. Et très clairement, que ce soit Charlotte Liotier ou Manon Gidali, elles sont aujourd'hui en pleine phase de progression. Manon est quant à elle déjà joueuse professionnelle, et cette victoire en Afrique du Sud, ça a été dans les rangs professionnels. Pour Charlotte, elle est encore joueuse amateur. Elle va passer pro très vraisemblablement à la fin de l'année. Et là aussi, elle est en pleine progression. Elle affiche un solide potentiel. Donc c'est très très bon augure pour ces deux joueuses et pour le golf français. Alors on retrouvera toutes ces pépites yvelinoises cette semaine au Linksea Open FF Golf qui sont organisés de jeudi à samedi au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Ce tournoi se dispute du coup sur 54 trous et sans cut. Il va permettre à une 60aine de joueurs et joueuses professionnelles et une 30aine d'amateurs de s'affronter. Quel est l'objectif de ce type de tournoi ? Alors, il y a une particularité dans la période que nous traversons. Certaines épreuves sportives sont autorisées. C'est le cas des tournois professionnels et des tournois qui sont réservés aux sportifs de haut niveau inscrits sur liste. Et en revanche, pour l'ensemble des sportifs amateurs, la saison est suspendue. On espère bien évidemment, et on est assez confiant sur le sujet, que ces épreuves amateurs vont pouvoir reprendre à compter du 19 mai. Mais en tout état de cause, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'on a souhaité faire, et grâce à l'INSEA, aux efforts de la fédération et des acteurs du golf francilien, on a pu réussir à programmer cette épreuve. On a saisi cette opportunité suite au report de l'Open de France. Il y a une date qui s'est libérée dans le calendrier. Et donc, on a sauté sur l'occasion pour organiser cette épreuve mixte. Donc, il y aura des joueuses et des joueurs. Il y aura aussi des joueurs amateurs et professionnels qui vont pouvoir s'affronter au golf national. Donc l'idée était de permettre à cette catégorie de joueurs de rester chaud, on va dire, et de se préparer dès que la saison va pouvoir battre son plein d'ici quelques semaines. Donc c'est une épreuve qui se situe un peu dans l'antichambre des épreuves de haut niveau traditionnelles qui peuplent le calendrier international. Et on voulait donner cette opportunité aux joueurs et joueuses français de continuer à se préparer dans les meilleures conditions sur un parcours qui aurait été préparé, lui, spécialement pour l'occasion, qui sera extrêmement compétitif. Ce sera un véritable challenge sportif. On a hâte d'y retrouver les meilleurs amateurs et professionnels français cette semaine au Golf National dans les Yvelines. Dernière question, très rapidement, est-ce que vous avez une date de reprogrammer pour l'Open de France de golf ou pas encore ?
Pour ce qui est du calendrier 2021, nous n'avons pas identifié avec le European Tour, au moment où on parle de date pour cette édition 2021, on y travaille, on y croit, pour autant. En revanche, pour ce qui est de 2022, on travaille sur une hypothèse qui consisterait à ce que le tournoi soit organisé à la fin du mois de septembre 2022, ce qui serait une très bonne date pour l'épreuve et qui nous permettrait d'attirer de nombreux joueurs internationaux. Merci à vous Christophe Muniesa. On espère revoir l'Open de France le plus rapidement possible sur les greens du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. On continue par du... Merci, au revoir. On continue par du volleyball. Le club du nord du département Conflans-Andrézy-Jouy est assuré de terminer sur le podium en fin de saison du championnat élite. Les Yvinois sont pour l'instant 3e à un match de la fin du championnat derrière Avignon et Arnes. Mais le club ne montera pas cette saison. Le club pourrait plutôt tenter cette aventure l'année prochaine. Nous aurons d'ailleurs le président Philippe Montondouin lundi prochain dans ce 7-8 Sport. En tumbling, Axel Duriez des Clés-sous-Bois a brillé. Le double champion du monde chez les 13-14 ans a réussi à se hisser jusqu'en finale des championnats d'Europe à Sochi en Russie. Mais les Vinois a finalement perdu en finale de l'épreuve. Le Français s'est incliné contre le Russe Dimitri Chatalov, l'un des favoris de ce rendez-vous. Le sportif du 78 repart tout de même avec une très belle médaille d'argent pour sa première finale européenne. En basket, Victor Wembanyama n'en finit plus de surprendre. À 17 ans seulement, les Vinois passés par le Chénet Versailles a réussi une grande performance face à Gravelines Dunkerque pour sa première titularisation en première division dans le 5 de Nanterre. Celui que l'on surnomme le mutant a contribué à la belle victoire des joueurs des Hauts-de-Seine 102-81. Le tout avec une bien jolie ligne statistique, 9 points, 10 rebonds et 3 comptes en 15 minutes de jeu seulement. Le sportif de 2,19 m va une nouvelle fois attirer les regards des recruteurs de la NBA. On va maintenant prendre la direction d'Elancourt. Vous le savez, la colline a été sélectionnée pour accueillir les épreuves de VTT lors des Jeux Olympiques de 2024. Et le projet avance. Le 31 mars dernier, la société de livraison des ouvrages olympiques Solideo a désigné un groupement de 5 entreprises qui seront chargées d'aménager cette colline d'Elancourt. Un reportage de Joe Sakal. C'est une nouvelle étape pour la colline d'Elancourt. La Solideo, maître d'ouvrage du projet, a choisi 5 entreprises pour aménager le futur site qui accueillera les épreuves de VTT des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous avons beaucoup avancé, entre autres, avec l'architecte spécialisé pour la création des pistes d'un point de vue sportif, c'est-à-dire que le tracé des pistes est arrêté. Je dis bien des pistes, c'est-à-dire de la piste de Paris 2024 elle-même, mais également des pistes secondaires et annexes qui seront ouvertes au grand public une fois que les Jeux Olympiques seront passés. Et puis nous travaillons aujourd'hui, et je dis bien que nous travaillons toujours avec la Solideo sur les projets d'aménagement. 10 millions d'euros d'investissement sont prévus pour le projet, sans construction en dur sur le site et avec une portée écologique pour que de futures familles, sportifs amateurs et promeneurs puissent s'y balader. Nous pensons dans les aménagements pour ce que l'on appelle l'héritage, c'est-à-dire rendre encore plus vert et pérenne l'ensemble de tout ce que vous voyez planté sur ce site. Avec un point culminant à 231 mètres d'altitude, les élus locaux espèrent voir en ce nouveau lieu un vrai emblème de réussite de ces JO 2024. Il sera ouvert et accessible, sachant qu'aujourd'hui, certes, la colline est ouverte, mais elle est difficilement accessible. Il y a des chemins qui sont même, je dirais, dangereux par moment, puisque c'est quand même assez pentu, c'est compliqué d'y monter. Et l'esthétique n'aura rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Ça demeurera, bien entendu, le point le plus haut d'Île-de-France. Je vous rappelle que du sommet de la colline, on voit la Tour Eiffel et on voit tout Paris. Mais ça sera également, certainement, le point le plus écologiquement respecté, qui aura un vrai bénéfice à la venue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Pas de date précise pour les premiers coups de pioche, mais en attendant, le département travaille déjà sur les dispositifs de caméra pour une meilleure retransmission possible. On va maintenant parler de course à pied. Alors qu'elle était programmée à fin septembre, la course Paris-Versailles vient d'être annulée pour la deuxième année consécutive à cause de la crise sanitaire. Pour nous parler de cette annulation, nous avons avec nous Emmanuel Feillard, directeur de la course Paris-Versailles, et Henri Bussery, un coureur habitué à courir sur ce Paris-Versailles. Il en a fait une vingtaine au total. Bonsoir. 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 Alors pourquoi avoir décidé d'annuler ce Paris-Versailles 2021, Emmanuel ? Alors tout d'abord, on souhaite remercier l'ensemble des personnes qui nous ont envoyé des messages de soutien la semaine dernière et également merci à l'ensemble de nos partenaires institutionnels et privés qui nous ont exprimé leur plein soutien depuis la semaine dernière. Tout d'abord, Paris-Versailles, c'est une grosse machine, 25 000 personnes au départ et 2500 intervenants pour faire fonctionner l'organisation, dont 1800 bénévoles.
C'est quasiment 12 mois de travail pour assurer les images que vous voyez actuellement. Et donc, on a travaillé à une compression au maximum du planning d'organisation sur 4-5 mois, sachant que la période estivale n'est pas toujours aidante pour contacter l'ensemble de nos prestataires et avancer sur l'organisation. Et on s'était fixé donc la période de fin avril pour décider de lancer ou pas l'organisation. Donc ça, c'était le timing. En ce moment, et comme vous le savez, les incertitudes sur les contraintes sanitaires pour les prochains mois sont très très fortes, et ce malgré la vaccination qui a été lancée depuis le début de l'année par la France. Donc voilà la situation, et le point le plus important est le point financier qui, en faisant, pour être totalement transparent, beaucoup de plans, de scénarios financiers, nous engendrer un déficit financier très important qui allait forcément obérer l'association et la pérennité de Paris-Versailles. Donc c'est pourquoi on a décidé de ne pas lancer l'organisation lundi dernier, comme on l'a communiqué. On est parfaitement conscient de la déception des coureurs et des coureuses qui, pour certaines d'entre elles, sont des amoureux et des amoureuses de Paris-Versailles, mais on a pris la meilleure décision qui était à date pour le bien de Paris-Versailles et de son futur. Justement, Henri Bussery, vous êtes un habitué, vous, de ce Paris-Versailles. Est-ce que vous êtes très déçu, tout simplement? Oui, je le cours depuis 93, une vingtaine de fois en tant qu'amateur du dimanche, uniquement pour ça. Et c'est vrai que j'ai eu une réaction assez vive quand j'ai vu le mail arriver, parce que j'étais effectivement déçu. Déçu parce que c'est une fête pour moi conviviale, c'est une fête de copains, c'est une fête de famille. Et là, pof, elle passe à la trappe, quoi. Voilà. Il y a également beaucoup d'étrangers sur cette compétition. Est-ce que ça a joué, Emmanuel Feillard? Non, pas du tout. En règle générale, on accueille... On aime le dire, on a 300 à 400 coureurs brésiliens qui viennent chaque année sur le Paris-Versailles, et des coureurs étrangers type Allemagne, Angleterre, etc. Mais c'est pas forcément les coureurs étrangers qui sont environ à 5% de la population de Paris-Versailles qui représentent le plus grand danger pour nous. C'est l'ensemble des incertitudes sanitaires et lancer une organisation qui allait générer un déficit que ne peut pas supporter l'association Paris-Versailles, clairement. Donc non, les coureurs étrangers ne sont pas du tout une raison qui nous a poussé à cette décision. On parle beaucoup de passe sanitaire également. Est-ce que ça aurait pu s'appliquer éventuellement, Emmanuel, sur ce type de rendez-vous? Pourquoi pas? On le sent bien pour les événements d'été avec les festivals de musique que le pass sanitaire pourrait être une des solutions. On attend de voir les décisions des autorités. Ce qui nous serait agréable, c'est d'avoir une vision très claire pour le mois de septembre avec les règles du jeu. Parce qu'on est dans le sport aussi, donc si on a les règles du jeu, ça fonctionne beaucoup mieux. Et aujourd'hui, c'est vrai que les incertitudes nous font dire que voilà, c'est très compliqué à organiser, c'est une grosse machine, et on aimerait bien avoir des visions très précises ou des règles très précises de la part des autorités, ça nous aiderait fortement. Mais en tout cas, on sait gérer 25 000 certificats médicaux, donc les passes sanitaires, s'il le faut, on le fera. Henri, la compétition est reportée à l'année prochaine. Est-ce que vous serez quand même présent en 2022? Ça ne vous a pas découragé, rassurez-nous. Non, pas du tout. Évidemment, la déception venait aussi du fait que ça montrait que le monde d'avant n'allait pas revenir en septembre 2021, malheureusement. Et je pense que c'était une très grosse déception. Un peu naïvement de ma part, je pensais que tout allait reprendre. Mais bien sûr, en 22, moi, je serai là avec les copains et la famille. Vous allez vous entraîner un petit peu d'ici là? Mais bien sûr. Et d'ailleurs, quand on s'entraîne, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'entraînent comme moi, au vélo, au bois, partout. On n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir à nouveau courir légèrement ensemble. Est-ce que vous pouvez nous assurer, Emmanuel, que la course aura lieu en 2022 ou pareil? Il faudra voir les conditions sanitaires du moment. J'espère que le 25 septembre 2022, on sera
surtout sur la ligne de départ, notamment Monsieur Bussery et ses amis, mais qui aujourd'hui est capable d'avoir une vision sur 2022. J'aimerais bien rencontrer cette personne et nous rassurer que un certain retour à la normale sera prévu le plus rapidement possible. Mais en tout cas, on va y travailler et on sera aux côtés de TV Fil 78 pour vous informer sur la tenue de l'événement. Merci à vous deux d'être intervenus dans cette émission. On souhaite que le Paris-Versailles ait lieu le 25 septembre 2022 et TV78 sera bien sûr présent pour cet événement. On termine par un rendez-vous football. C'est le match à noter dans vos agendas. Ce mardi, le Paris Saint-Germain joue sa survie en Ligue des Champions. Après leur défaite 2-1 contre City au match aller, les joueurs parisiens qui s'entraînent au camp des loges de Saint-Germain-en-Laye se rendent à Manchester ce mardi dans l'espoir d'inverser le score du match aller pour se qualifier pour la finale de la compétition. Pour cela, ils devront marquer au moins 2 buts sans en encaisser. La rencontre est programmée ce mardi à 21h. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.